Corse, l'une des organisations nationalistes fixe les conditions d'un arrêt de la violence à la veille du débat parlementaire. Moscou, Boris Eltsine reçoit le chef des indépendantistes tchétchènes et signe un accord de cessez-le-feu. Roland Garros, c'est parti. Henri Lecomte jouait son dernier tournoi. Il a perdu. Voilà, vous l'avez compris à ses larmes, il a été battu par le Suédois Johansson. Lecomte quitte donc la grande compétition. Nous le retrouverons plus longuement tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain, les députés français doivent débattre de la Corse, un problème resté jusqu'à présent insoluble. À la veille de ce débat, le responsable de la Cuncolta Nacionalista, la vitrine politique et légale du FLNC Canal Historique, fixe les conditions d'un arrêt durable de la violence dans l'île, à commencer par la reconnaissance du peuple corse. Sinon, dit-il, nous avons déjà démontré que nous avions les moyens de frapper là où nous le voulions. Jacques Cardoz, Patrick Desmully. Rien de moins qu'un avertissement au gouvernement. À la veille du débat à l'Assemblée nationale, le message est clair pour Charles Pieri. Le FLNC Canal Historique, c'est-à-dire la branche militaire de la Cuncolta, pourrait faire démonstration de ses armes, et cette fois sur le continent. Il ne faut pas voir cela, bien sûr, sous l'angle du menace, loin de là. Le FLNC est totalement investi aujourd'hui dans un processus de paix. Mais pour autant, si malheureusement ce processus échouait, il est certain qu'il faut avoir à l'esprit que cette organisation politico-militaire a largement les moyens de porter l'action militaire en Corse et au-delà s'il le fallait. Et Charles Pieri de faire allusion à la conférence du même FLNC le 11 janvier dernier. 600 hommes cagoulés dans le maquis corse, une démonstration de force sans précédent. Pour nous, encore une fois, la volonté d'envisager ces actions n'est pas présente. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Simplement, pour tout, disons, responsable politique, il faut disons, toujours travailler en ayant à l'esprit toutes les hypothèses. C'est une hypothèse qui n'est exclue par personne. C'est une hypothèse que nous rejetons le plus loin possible. Mais pour la rejeter le plus loin possible et tous ensemble, il faut œuvrer tous ensemble au processus de paix. Ce qu'il appelle un processus de paix, il en sera question demain à l'Assemblée nationale. Et à n'en pas douter, les nationalistes y prêteront une attention particulière. Car pour eux, l'issue de l'ultimatum du FLNC, qui expire dans 48 heures, se joue à Paris et non en Corse. Et c'est toujours à la veille de ce débat parlementaire que l'Église corse, par l'intermédiaire de son évêque, se manifeste et lance un appel contre la violence. Valérie Hermite, Jean-Paul Miotto. Un uesco solo e un uesco perso, un cristiano solo e un cristiano perso, tutti insieme. De la Corse, Monseigneur Lacrampe ne connaissait rien. En 1 an et demi, il a appris sa langue, arpenté près de la moitié de ses villages et s'est résolument impliqué dans la vie de l'île. Pas une homélie où il ne parle de violence, de division et de réconciliation. Il s'agit d'être ensemble, vivre ensemble et de construire ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des forces qui sont en présence, qui entraînent un peu cette fracture, cette brisure. Dans une Corse un peu déboussolée, un message et des mots très attendus et entendus bien au-delà des croyants de l'île. On se donne à fond. Il ramène un peu son troupeau. Un peu égaré? Oui, égaré par les événements. Que la paix revienne dans notre pays comme elle était avant. Parce qu'avant on était unis, hein, fraternels et tout. Puis maintenant on est dans la division. Le 7 mars dernier, une première, l'Église corse signait un texte pour montrer sa réprobation face aux coups de feu tirés lors des cérémonies religieuses. Une tradition séculaire en Corse, mais qui dans le contexte actuel prend une autre signification. Lorsque la Sainte sortait de l'église, chacun sortait son pistolet puis tirait. Et les élections, moi j'ai connu les élections, lorsque j'étais gosse, au village, il y avait des douilles comme les confettis. Et aujourd'hui, ça n'a plus le même sens? Ça a changé d'une autre façon. Voilà. Au-delà des armes, il y a tout de même cette culture de la mort et non pas la culture de la vie. Donc il s'agit là de se ressaisir et nous avons appelé, je n'ai appelé à, dans les circonstances actuelles, dans les moments que vit l'île, eh bien à vivre le jeûne des armes. Il y a quelques mois, certains élus de l'île lui ont même proposé de jouer le rôle de médiateur entre les différents mouvements nationalistes. Une place qu'il a pour l'instant refusé d'occuper. Mais dans une période où la grande majorité des Corses ne comprend plus rien, où l'État se cherche, le rôle de l'Église a pris aujourd'hui en Corse une toute autre dimension. La politique en bref encore, le président de la République, M. Jacques Chirac, s'exprimera demain soir à 20 h sur France 2 au terme d'une consultation sur l'avenir du service national.
Centrafrique, au lendemain de l'accord signé entre les militaires rebelles, l'armée française et accepté par le président Ange-Félix Patassé, les soldats mutinés depuis 8 jours maintenant ont regagné leur caserne et la population est ressortie dans les rues de la capitale. Bangui, Dorothée Lyrique, Dominique Merlin. Les mutins attendent depuis des heures le signal du départ. Ils savent qu'ils doivent être regroupés au camp Kassaï. Ils savent aussi que les soldats français doivent arriver dans leur camp retranché. 15h45, la colonne des blindés français prend position. Les civils sont venus assister à la scène. Au total, 14 véhicules de transport. L'atmosphère est tendue. Le chef des mutins, l'adjudant Dokodo, demande à ses hommes de monter dans les VAB de l'armée française, mais beaucoup de mutins refusent spontanément. De toutes les façons, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter et vraiment, si c'est comme ça, vraiment, nous, on ne sera pas d'accord. Et s'ils le font par la force? Ils le font par la force, nous aussi on fait la force. Hey, tout le monde à la base. Vous refusez de partir avec les Replier. On ne peut pas monter dans leur VAB. C'est pas possible. Oui. Nous ne sommes pas des prisonniers. La mission est délicate et ce sont les hommes du COS, le commandement des opérations spéciales, qui parlementent avec les mutins. On va tous les emmener, tout simplement. Sur vos consignes. Comment? Sur vos ordres. Ah ben c'est leurs accords que nous appliquons, tout simplement. Et l'accord ne prévoyait pas qu'ils devaient monter dans les véhicules. Ah si, c'est pour assurer tout simplement leur sécurité. Mais ces hommes ont un sentiment terrible d'humiliation. Il y a les irréductibles et les autres, ceux qui se laissent convaincre que c'est peut-être la meilleure solution. Et puis, ils gardent tout de même leurs armes. Les civils, eux, souhaitent la coopération des mutins avec les militaires français. Je suis pour, je voudrais qu'ils rentrent, parce qu'il faudrait que la paix revienne dans le pays. On doit songer à évoluer, on ne doit pas continuer de se battre inutilement entre nous. Mais les mutins, eux, ne sont pas encore prêts à déposer les armes. Après 1 heure de vive discussion, une grande partie des mutins a accepté de monter dans les véhicules de l'armée française. Les autres restent là, mais les hommes du commandement des opérations spéciales ont un ordre, regrouper tous les mutins, quel que soit le temps que cela doit prendre. En Algérie, nos envoyés spéciaux ont fait le voyage aujourd'hui d'Alger vers la région de Médéa où se trouve le monastère de Tibérine dont les 7 moines français ont été enlevés avant d'être assassinés. Reportage Véronique Tavo, Christian Audin. Lorsque l'on pénètre aujourd'hui dans l'enceinte du monastère de Tibérine, c'est le silence qui impressionne le plus. Dans ce lieu qui fut un havre de paix, un lieu de recueillement et de méditation, mais aussi de rencontres et d'échanges, il n'y a plus que le chant des oiseaux pour signaler une certaine présence. Aujourd'hui, toutes les portes sont fermées, les salles de prière sont vides et les cellules des moines définitivement closes. La vie s'est ici refermée sur une tragédie. De leur présence, il ne reste que quelques signes, comme cette plaque à l'extérieur du monastère qui fixait l'horaire des visites au médecin, le père Luc. En contrebas dans le village de Tibérine, quelques dizaines d'habitants. Les moines, installés depuis 30 ans, étaient parfaitement intégrés. On dit qu'ici la population ne formait qu'une seule et même famille. Incompréhension, désarroi, pour les habitants, la mort des 7 moines est un véritable drame. On était habitués à leur présence. Quand les enfants étaient malades, on allait au monastère voir le père médecin et il nous soignait gratuitement. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on a peur et on reste enfermé chez nous. Comme tout le monde ici, bien sûr. Leur mort m'a fait de la peine. Pourquoi les a-t-on tués? Ils n'avaient rien fait. Ils étaient comme notre famille. Et toi, tu les connaissais bien? Le médecin, c'est le frère Luc. Et il y avait le père Amédée, Christian, Christophe, Paul. Voilà, c'était ceux que je connaissais. Les portes du monastère viennent donc de se refermer et elles le resteront sans doute longtemps. Dans ce lieu, à l'écart de tout, l'absence des moines sera sans doute très difficile pour la population qui vivait ici en parfaite harmonie avec les religieux français du monastère Notre-Dame de l'Atlas. En France, c'est toujours la controverse et une certaine confusion. Y a-t-il, oui ou non, des contacts entre les ravisseurs des moines et un émissaire français? Le démenti du gouvernement est sans appel, mais le père Gérard, trappiste de l'abbaye d'Aiguebelle, maintient ses déclarations. Nous allons y venir dans un instant, mais avant, un dernier hommage a été rendu aux 7 religieux par le supérieur de l'ordre des trappistes à l'abbaye de Cîteaux en Côte d'Or, maison mère de l'ordre. Patrice Randen, Didier Guyot.
Posés au cœur de l'église, 7 glaïeuls rouges et blancs symbolisent les 7 moines assassinés en Algérie. L'abbaye de Cîteaux, maison mère de l'ordre des trappistes, rend hommage à des hommes dont on vante ici la perfection. Ils sont entrés dans l'arène de la charité parfaite, dira le supérieur de l'abbaye. Je les considère, moi, comme des martyrs de la charité. Je veux dire, qui rendent témoignage de l'extrême charité, jusqu'où ça peut aller. Recueillement de mise. 400 personnes assistent à la messe, parmi elles, des représentants de la communauté musulmane. Nous apportons notre totale solidarité à leur famille et à tout le peuple chrétien. Hommage toujours à Egbel, dont étaient originaires 5 des 7 moines. Mais derrière l'évidence de l'émotion, la persistance d'une polémique sur l'existence d'un émissaire français qui aurait rencontré les otages en Algérie. L'information, diffusée par le père Gérard, est aussitôt démentie par le Quai d'Orsay. Et ce soir, c'est le supérieur qui reprend les choses en main. Avant de connaître la position du ministère des Affaires étrangères, je renvoyais Père Gérard à ses paroles et à sa propre responsabilité, en me disant, moi je ne suis pas responsable de ce que dit mon frère. Quand le gouvernement se prononce, équivalemment, il m'invite à prendre mes responsabilités. Ce que j'ai fait sur l'heure. Et très rapidement, j'ai ébauché une hypothèse à partir des quelques éléments que j'avais. Et cette hypothèse, à cette heure-ci, me fait dire que Père Gérard aurait été abusé sans qu'il en ait conscience et qu'il aura usé de l'information qu'il avait eue sans précaution. Sur ce mutisme, Père Gérard est prié de garder le silence et peut-être en saura-t-on plus vendredi prochain en déchiffrant El Ansar, le bulletin du GIA qui promet des révélations. Une manifestation à la mémoire des moines français assassinés en Algérie est toujours prévue demain soir à 18h30, place du Trocadéro à Paris. La quasi-totalité des partis politiques y participeront, ainsi que les représentants de toutes les confessions et les syndicats. Chaque participant est appelé à arborer une fleur blanche. Samedi, dimanche, 2 nuits d'incidents sérieux dans une banlieue de Châteauroux, dans l'Indre. Affrontement entre jeunes et policiers. Au départ, une méprise. Un jeune homme tué au volant de sa voiture. Ses amis pensaient qu'il avait été abattu par la police. Valérie Fournier. Les affrontements ont duré plus de 6 heures. Un face-à-face entre CRS et jeunes du quartier Saint-Jean de Châteauroux, lançant des pierres et des bouteilles. Si nous rentrent dedans, on rentre dedans, c'est tout. C'est la provocation, on fera la provocation. À l'origine des émeutes, des rumeurs d'assassinat autour de la mort accidentelle vendredi dernier d'un jeune du quartier, Garib Aïtala. Sa sœur lance aujourd'hui un appel au calme. J'adresse cet appel à tous les jeunes et aux amis de Garib pour que ce mouvement de violence cesse. Laissons la justice faire son travail afin que la vérité soit découverte. Ensemble, faisons confiance à la justice française. Les jeunes du quartier considèrent la police comme responsable de la mort de Garib. Un jeune homme décédé lors d'un accident de voiture après une course-poursuite avec les videurs d'une boîte de nuit. Hier, 2 personnes ont été interpellées, l'un des videurs et le jeune qui conduisait la voiture où se trouvait Garib. À Cardiff, au Pays de Galles, une jeune étudiante française de 17 ans est portée disparue depuis vendredi dernier. Elle a été vue pour la dernière fois à la sortie d'une discothèque en pleine nuit en compagnie de 5 jeunes gens avec lesquels elle est partie en voiture. Les enquêteurs restent très prudents, peut-être s'agit-il simplement d'une escapade. Mais nous avons tous en tête encore la tragédie de la jeune Céline, assassinée il y a quelques mois par un chauffeur routier en Angleterre. Florence Bouquia. Fanny, surnommée Nina, a 17 ans. Elle est française, originaire de Charente. Elle travaillait comme serveuse depuis quelques semaines dans un hôtel près de Cardiff. Habituellement très ponctuelle, elle ne s'est pas présentée à son travail samedi dernier. La veille, Fanny et ses amis étaient allés danser à l'Astoria Club jusqu'à 2 h du matin. Elle avait pas mal bu. À ce moment-là, une petite voiture blanche passait, avec 5 hommes de type européen de 20 à 25 ans. Elle leur a fait signe de s'arrêter. Elle n'a pas écouté son ami qui lui a dit de ne pas monter. Elle est montée dans cette voiture, qui a démarré et tourné à gauche. La police galloise recherche donc la voiture blanche et ses 5 occupants. Elle n'écarte cependant pas l'hypothèse d'une simple fugue. Fanny pourrait être effrayée à l'idée de se présenter à son travail après avoir manqué plusieurs jours.
Quelques témoins affirment d'ailleurs avoir vu une jeune femme correspondant au signalement de Fanny samedi après-midi dans le centre de Cardiff. L'actualité internationale, les ennemis irréductibles d'hier se sont retrouvés cet après-midi autour de la table des négociations. C'était cet après-midi donc à Moscou. Le chef de file des indépendantistes tchétchènes, Zedimkhan Yandarbiev, a signé un accord de cessez-le-feu avec le président russe, Boris Eltsine. Gilles Rabin, Jean Janssen. Derrière le drapeau tchétchène de la voiture des gardes du corps, les officiels russes découvrent que le chef des indépendantistes voyage dans une ZIL, la voiture officielle des plus hauts dignitaires russes. Et pas n'importe quelle ZIL, mais celle de Gromyko, l'ancien monsieur Niet de la diplomatie soviétique au temps de la guerre froide. Les Tchétchènes l'avaient racheté au propriétaire officiel, le garage du Kremlin. Parfois, le ton d'une rencontre est donné par des détails de ce genre. C'est bien en chef de la nation tchétchène que Yandarbiev entend être reçu par Yeltsin. Je voudrais que notre visite à Moscou ne soit pas perçue comme celle des vaincus. Non, nous avons gagné. Ce n'est pas le chef d'une nation, mais le chef de guerre qu'entend recevoir Boris Yeltsin. Avant l'arrivée de Yandarbiev, on soulignait au Kremlin que d'un commun accord, les discussions sur le futur statut de la Tchétchénie seraient renvoyées à plus tard et contenteraient d'abord d'établir un cessez-le-feu. Ce qui a été fait après 2h30 de négociations à huis clos. Cessez-le-feu à partir de vendredi prochain, 1er juin minuit, libération de tous les prisonniers, poursuite des négociations. Le résultat est là, même si devant les deux seules caméras autorisées, aucun des deux camps n'a réussi à cacher sa méfiance. Après un accord qui ne satisfait personne et ne met qu'une fin très provisoire à une guerre d'indépendance qui a fait plus de 40 000 morts. Être reçu au Kremlin après 17 mois de guerre, c'est une grande victoire pour ceux qui, hier encore dans la langue de bois officielle, n'étaient, je cite, que des chefs de bandes armées illégales. Pour Boris Yeltsin, à bientôt 15 jours des présidentielles, c'est un formidable coup politique, mais personne n'est dupe. Yeltsin ne cherche qu'à gagner du temps et les Tchétchènes à faire payer au prix politique le plus fort cette fausse paix dont le tsar Boris a tant besoin. Les élections générales en Israël auront lieu après-demain. La crainte principale est celle d'un attentat. C'est pour cette raison que les territoires autonomes palestiniens ont été bouclés, que des milliers de militaires sont mobilisés. La radio appelant même les Israéliens à aller voter bras ballants, laissant à la maison les sacs à main ou encore les porte-documents. Les deux candidats, le Premier ministre Shimon Peres et son opposant de droite, M. Netanyahou, sont au coude à coude dans les sondages. Aucun des deux grands partis, travaillistes à gauche ou Likoud à droite, ne pourra en fait gouverner sans la pointe des petits partis religieux qui, une nouvelle fois dans cette élection, risquent de faire la décision. Charles Anderle. L'arme principale de chasse, le parti orthodoxe oriental, la voici. Le doyen des kabbalistes de Jérusalem, le rabbin Kadouri. Non seulement il bénit ses candidats députés, mais accorde sa protection spirituelle à tout électeur qui promet de voter chasse. À l'origine, cela devait fonctionner de cette manière. Vous recevez 7 panoplies, une bougie à n'allumer que la veille du scrutin en disant une prière, mettre le lendemain un bulletin chasse dans l'urne, vous conservez cette médaille qui devrait vous assurer santé et prospérité. Mais la commission de contrôle de l'élection a interdit cette pratique et chasse a renoncé à la bougie. Le rabbin Kadouri continue néanmoins d'offrir des médailles. Je voterai chasse avec l'aide de Dieu. Chasse est le seul parti orthodoxe à ne pas appeler à l'élection de Benyamin Netanyahou à la présidence du Conseil. Les autres font activement campagne pour le candidat de droite, sous le slogan « Netanyahou, c'est bon pour les Juifs ». Des autocollants Pérez, c'est bon pour les Arabes, ont fait leur apparition aujourd'hui. La gauche dénonce une campagne qui vire au racisme. Le président brésilien, M. Fernando Henrique Cardoso, est arrivé aujourd'hui en visite officielle à Paris. Il a déjà rencontré les PDG de l'aérospatiale et de Renault. Renault qui doit construire une usine au Brésil à partir du mois de juillet. Un voyage en grande partie réservé aux affaires, donc il n'y a pas par ailleurs de difficultés politiques majeures entre la France et le Brésil. Dans son pays, l'un des soucis politiques en fait du président du Brésil, nous en parlions déjà hier, c'est la floraison des sectes religieuses. Parmi elles, la plus importante, devenue au fil des années une véritable multinationale qui possède une chaîne de télévision et s'est implantée dans 46 pays. Son nom, l'Église universelle du Royaume de Dieu. En France, elle a déjà installé des antennes à Paris, dans la région parisienne, ainsi qu'à Marseille. Hervé Brusini, Guillaume Faudra.
Lorsque l'on va à la rencontre de l'Église universelle du Royaume de Dieu, on tombe d'abord sur une chaise. Je vous ai dit qu'il n'y a Non, mais ça c'est dehors, monsieur. Mais ça. dehors, La chaise, mais elle non, est dehors, non, là. c'est pas ça, c'est pas comme ça. La chaise était dehors. Qui le veut peut prendre gratuitement la revue, mais le paroissien équipé d'une caméra n'est semble-t-il pas le bienvenu. Ouvert, l'Église l'est pour tous ceux qui souffrent de la crise actuelle. Chômage, bien sûr, mais aussi santé, famille ou finances. L'un des fidèles nous a pourtant procuré l'image de séance voisine d'un exorcisme collectif. Si, mon Seigneur, commence à manifester ton pouvoir maintenant, Seigneur. S'il y a un esprit mauvais caché, s'il y a un démon, Seigneur, qui provoque, Seigneur, des troubles, s'il y a un démon, Seigneur, qui est en train d'attirer dans sa vie conjugale, oui, mon Seigneur, commencez à pénétrer, mon Dieu. Commencez, oui, Seigneur, il y a des problèmes familiaux, Seigneur Jésus. Cette personne malade, mon Dieu, cette personne contrôlée avec des médicaments, cette personne qui souffre, et les médecins ne trouvent pas. Pour la plupart, ils appartiennent à la colonie portugaise de Paris. Il y a également beaucoup d'Antillais, d'autres aussi sont là, tous de conditions modestes. On leur demande néanmoins de verser des offrandes. Toujours plus d'argent, dit le pasteur. Il affirme être critiqué pour cela, mais peu importe, puisque, dit-il, celui qui donne Ainda neste mundo está escrito que receberá 100 vezes mais. É a palavra de Deus, não é? Le quartier est en émoi. Un voisin observe les activités de l'église depuis plus de 2 ans. Une activité singulière, dit-il. La façon dont les gens qui étaient dans cette secte, appelons-la comme ça, étaient beaucoup plus des vendeurs, de super commerciaux que des hommes de foi et de charité. Prosélytisme en pleine rue, les méthodes sont expérimentées. Selon des spécialistes, chaque temple fonctionnerait comme une filiale sous franchise. La carrière du pasteur dépend de ses capacités à dégager des profits. Voici l'homme qui a mis au point tout ce système, Edir Macedo, désormais à la tête de 6 millions de fidèles dans le monde. C'est un ancien employé de la loterie nationale à Rio. Du fromage en banque, une drôle d'idée, c'est pourtant une réalité. Dans la région de Parme en Italie, où l'on fabrique le parmesan, ce sont les banquiers des producteurs qui conservent et affinent le fromage dans les caves de leur banque. C'est à cette condition qu'ils consentent des crédits à leurs clients en attendant la mise des produits sur le marché. Alain Chalvron, reportage. Non, ce n'est pas un coffre-fort renfermant de curieux lingots ronds de quelques métals précieux. Ce n'est pas non plus l'entrepôt géant d'une fromagerie. En fait, c'est les deux à la fois. Nous sommes dans le dépôt d'une banque italienne, le Credito Emiliano. Et cette banque garde des meules de parmesan comme d'autres. Garde de l'or. L'histoire commence dans l'une de ces petites usines où l'on fabrique amoureusement, dans de gigantesques cuves en cuivre, le roi des fromages italiens. Fait à partir d'un lait rigoureusement naturel et contrôlé, issu d'une région strictement délimitée, à la suite d'un processus de fabrication à la fois compliqué et réglementé, le parmesan est fait dans d'immenses meules d'une quarantaine de kilos. Mais l'histoire s'arrêterait là si le parmesan n'était que le fruit de l'union du lait des vaches et du savoir-faire des hommes. Car pour mériter cette appellation contrôlée, Parmigiano Reggiano, il faut encore autre chose, le temps. 12 mois de vieillissement minimum, mais plus généralement 24 ou 28. En l'espace de 2 ans et demi, il se concentre énormément. Et durant cette période, il va perdre 20-25% de son poids. Et c'est là que la banque entre en jeu. Pour permettre aux producteurs de vivre pendant ces 2 ans, elle prête de l'argent. Et comme la confiance n'est pas le fort des banques émiliennes, eh bien, elle garde les meules en garantie. Dans la culture bancaire italienne, il est quasi impossible de penser que je donne des sous sans avoir une garantie matérielle, sans pouvoir contrôler que cette meule-là reste là, que personne ne viendra la prendre sans me rendre ce que j'ai avancé. Vous comprenez ? Oui, on comprend dès lors que la banque bichonne ces meules précieuses. Elle en détient 220 000 à 3 000 francs en moyenne l'unité. Il y en a pour 660 millions. Un magot savoureux qui vaut tous les stocks d'or du monde, car le prix du parmesan, contrairement à celui de l'or, ne baisse jamais. C'est une véritable plaie d'Égypte qui s'est abattue sur la province du Queensland en Australie. Les producteurs de céréales voient leurs champs et leurs récoltes
dévorés véritablement par des multitudes de souris. Mathieu Huchet. Une véritable armée de rongeurs au milieu des foins, dans les silos à grains ou dans les granges, partout, des milliers de souris. Pour la deuxième fois cette année, les fermiers du sud de l'Australie voient leur récolte menacée par cette armada. Devant le nombre, toute résistance est vaine. On nous avait prévenu qu'elles seraient nombreuses cette année. Maintenant, on doit faire face. Mais ces souris sont en train de dévaster les récoltes encore en stock. Et rien ne parvient à freiner leur appétit démesuré, que ce soit dans les grands magasins ou dans les maisons. L'agilité et la curiosité de ces envahisseurs ont toujours le dernier mot. Elles rentrent dans les chambres, dans la salle de bain ou dans la cuisine. Il y en a partout où vous regardez et on ne sait même plus où mettre les pieds. Après 5 années de sécheresse, les agriculteurs espéraient bien enfin se refaire une santé. Les souris en ont décidé autrement et même les chats ont dû rendre les armes. Le tournoi de tennis de Roland-Garros s'est ouvert aujourd'hui entre les gouttes. Marie Pierce a passé le premier tour face à l'Autrichienne Schnell. 7-5, 6-2, ça n'a pas été trop dur pour la Française qui est donc bien partie dans ce tournoi. Un premier Français, Jean-Philippe Florian, en revanche, a été battu par le Suédois Mats Wilander. 2 manches à 0. Mais en fait, le match attendu n'était pas celui-là, c'était celui d'Henri Lecomte contre le Suédois Johansson. François Brabant, Alain Poirier. C'est une belle journée. C'est une superbe journée. C'est vrai que ça aurait pu mieux commencer. D'abord, il pleut. Pour des adieux, on a déjà fait mieux. Ensuite, juste au moment de s'entraîner, pas de chance. Il faut déjà tout ranger. Tu vas bâcher tous les cours là? Et quand le cours est débâché, c'est le partenaire qui s'est sauvé. Bref, une matinée de chien, mais il en faut plus pour qu'Henri Lecomte perde le moral à Roland-Garros. Je suis à la recherche d'un partenaire pour m'entraîner, s'il vous plaît. Vous trouvez un partenaire? Nous lançons un appel urgent à la télévision française. 18h, Henri a trouvé quelqu'un pour jouer avec lui et des fans pour être derrière lui. Riton, c'est tout ce qu'ils aiment. La magie, le fun. Un mec qui se prend pas au sérieux, qui réussit. Je peux en parler que du bien parce que j'adore. C'est tout. Pourquoi vous l'aimez? Je veux pas vous le dire. C'est secret? C'est pas un secret, mais enfin, c'est parce que j'habite un pays où son grand-père a été élevé. Et vous l'aimez depuis peu ou bien vous l'avez toujours aimé? Depuis tout petit, on le connaît depuis tout petit. Toute la famille est là pour ce qu'on espère bien être l'une des dernières fois, mais pas encore la dernière. Mais voilà, le Roland-Garros 96 de Riton sera court. Dans les 2 premiers sets, ça va trop vite pour Henri, même si au 3e set, il a tenu à ne pas partir comme ça. Ça n'a pas suffi, Thomas Johansson, le Suédois, s'impose 6-4 au 3e set. C'est passé vite, trop vite, et il faut se rendre à l'évidence, Henri à Paris, c'est fini. C'est vrai que ça n'a jamais été facile entre nous, mais je crois que ça a été... C'est un peu de ma faute. Bon. Et toute ma vie, je me souviendrai de ce jour où je vous ai dit au revoir. Merci. On a mis longtemps à s'en rendre compte, mais ce soir, on en est sûr, tout le monde le regrettera. Henri Lecomte, bonsoir. Rien. Henri Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors visiblement, on a vu que vous avez essuyé plus qu'une larme à la fin de ce match. C'est dur de partir? C'est dur de partir de Roland-Garros, surtout qu'on a fait des résultats assez bons dans l'ensemble. Donc toujours partir de Roland-Garros, pour moi, c'est un endroit magique et puis on est triste, c'est normal. Ouais. Est-ce que ce soir, vous vous dites, après tout, j'aurais peut-être pu différer ma décision parce que... J'entends rien. Oui, je dis... vous m'entendez, Henri? On a des problèmes visiblement avec Roland-Garros. Bon, on va essayer de se retrouver tout à l'heure. Non. Non, ça y est là? Non, j'entends un tout petit peu, mais... Très peu? Bon, on va vous retrouver dans un instant. Ah voilà, ça y est, ça marche. Ça marche. Alors voilà. Je disais,
Est-ce que vous ne regrettez pas, Henri, d'avoir, non pas peut-être décidé un peu trop vite de partir, de différer, vous n'allez plus jouer sur des grands stades? Non, je ne veux plus jouer à Roland-Garros, peut-être en double de temps en temps pour m'amuser, mais sinon, sur les grands tournois comme Roland-Garros, Wimbledon et comme on dit, les grands chelems, ça va être très difficile. Le tennis a énormément évolué et puis on ne peut plus fournir un très grand tennis, donc il faut se rendre à l'évidence que ça devient difficile, quoi. Bien, alors puisqu'on est à l'heure du bilan, Henri, vous avez dit, je n'oublierai pas la minute ce soir aux spectateurs qui se trouvaient sur le central. Quel est votre plus beau souvenir de tennisman? Le plus beau souvenir, bien sûr, c'est la Coupe Davis 91, mais c'est à Roland-Garros surtout. Ça a été le match contre Yannick, par exemple, en 85, ma demi-finale 86, la finale 88, même s'il y a eu des petits problèmes. Et surtout, après, 92, tout le monde a cru qu'en 91, c'était vraiment un coup de poker. Et j'ai confirmé derrière, donc c'est une histoire d'amour entre Roland-Garros et moi, quoi. Alors, dernière chose, Henri, vous avez dit tout à l'heure aux spectateurs, c'est un peu de ma faute si parfois on ne s'est pas entendu. Est-ce que finalement, pour être un bon tennisman, il ne faut pas avoir un sale caractère? Ah si, il faut avoir un sale caractère, c'est comme ça un petit peu qu'on a de la personnalité, mais avant tout, c'est vrai que je crois qu'il faut savoir un petit peu prendre son temps, savoir s'exprimer, et moi je l'ai pris tranquillement ensuite, d'être tout simplement moi-même, quoi. Faut pas chercher midi à 14h, voilà. Merci Henri, et bravo encore. Merci pour tout. 320 voitures anciennes ont sillonné aujourd'hui les routes de Bretagne, une course amicale entre passionnés, malgré le mauvais temps exceptionnel, bien entendu, dans la région. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Ah, le charme des voitures anciennes, les longues randonnées, cheveux au vent, et le plaisir des étapes, pas toujours volontaires certes, mais ô combien enrichissantes. C'est ça le plaisir de la voiture ancienne, les mains dans le cambouis. Plus personne n'est capable d'aller dépanner une voiture sur le bord de la route aujourd'hui, si vous avez pour les appareils électroniques. Là, on se dépanne. Et c'est reparti. En tout, 320 véhicules avaient pris part à ce 17e Tour de Bretagne. Pas de compétition, rien que le plaisir de rouler. Dites-moi, quand on est au volant d'une telle voiture, ça change de la fabrication actuelle, non? Oui, c'est super. C'est super. Hein. On savait faire des voitures là, à cette époque-là. Amilcar, Rolls, Delahaye, les voitures d'exception ne manquaient pas. Certaines venaient tout droit du musée pour une unique balade. Elle a établi en 1933 toute une série de records du monde. Entre autres, elle a tourné à Montlhéry, sur l'Anneau, pendant 134 jours, sans s'arrêter, jour et nuit. Elle a parcouru 300 000 km. D'accord, la météo n'était pas vraiment de la partie. Et beaucoup rêvaient de chauffage, pas question pour autant de renier l'objet de sa passion. Alors, on a des sensations, moi, puis on entend le moteur. Hein, et puis on bricole un petit peu de temps en temps, il faut voir souvent une trousse à outils, quoi. Hein. C'est le plaisir, ça. Très, très agréable. Alors, le temps d'un week-end, les petites routes bretonnes ont pris un air rétro, bien loin des autoroutes et des excès de vitesse. Lundi de Pentecôte, arrivé à Chartres du traditionnel pèlerinage annuel, 12 000 pèlerins traditionnalistes de Notre-Dame de la Chrétienté ont fait ce chemin à pied entre Paris et Chartres, où ils sont arrivés cet après-midi. Surtout des jeunes, aux trois quarts, entre 18 et 25 ans. Un miracle maintenant, le miracle de Saint-Nicolas de Port en Lorraine. Une belle histoire pour un lundi de Pentecôte. La basilique de la ville avait été très endommagée pendant la dernière guerre mondiale. Elle est aujourd'hui restaurée grâce à une partie de l'héritage d'une habitante qui avait immigré aux États-Unis et réussi là-bas un mariage heureux puisqu'elle avait épousé un milliardaire. À sa mort, elle a légué à l'évêché 35 millions de francs pour restaurer le bâtiment. Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. On la croyait presque perdue, mais du ciel, la grâce et les pièces sont tombées, sauvant ainsi la basilique. C'est, comme on dit, un des derniers miracles de Saint-Nicolas. À la suite de tous les miracles pour lesquels on l'invoque depuis des siècles. Et à Saint-Nicolas, le miracle porte désormais un nom, Camille Crouet. Enfant du pays, elle partit très jeune vers l'Amérique où elle épousa un richissime Américain. Avant sa mort, en 80, elle n'avait plus qu'un vœu, rénover la basilique de son enfance grâce à son argent, 7 millions de francs. Une fortune tombée du ciel qui a surpris tout le monde, même sa famille, qui, c'est vrai, aurait bien partagé avec Saint-Nicolas. Non, je ne vais pas y penser. Faut mieux pas. Mieux pas. Pour nous, on est déjà à un certain âge, mais c'est pour les enfants. J'aurais quand même voulu quelque chose de plus. Au diable les regrets en ce jour de Pentecôte, après 10 ans de travaux,
On ne voit plus ici que l'amour, une lumière sans prix venue d'ailleurs et la grandeur enfin retrouvée du patron, Saint-Nicolas. L'argent ne fait pas tout, ah oui alors là. Et l'essentiel, c'est surtout maintenant de lui redonner une âme. Il vaut mieux que l'argent parte dans ça qu'autre chose, quoi. Tout est bien qui finit bien, le cardinal Lustiger peut bénir le nouvel hôtel et toute la Lorraine reprendre en cœur avec lui, en attendant peut-être un nouveau miracle de Saint-Nicolas. Mais dans ce domaine, c'est vrai, les voies du Seigneur sont impénétrables. Cette semaine sort dans les salles un film de Michael Cimino présenté au Festival de Cannes, Sun Chaser. C'est l'histoire d'un jeune délinquant atteint d'un cancer qui n'a plus rien à perdre et qui enlève son médecin. Commence alors une sorte de chevauchée fantastique à travers les plus beaux paysages des États-Unis. Nicole Cornu-Langlois. Michael Cimino est de retour, fier de ce film lyrique avec chevauchée fantastique et une amitié magnifique entre un médecin rigide et son malade rebelle. Blue, jeune délinquant, sait qu'il est condamné à mourir d'un cancer. Désespéré, il prend son médecin en otage. Drop it! What's the problem? In a desperate escape. You need to be in a hospital. I need more than that. There's this magic lake on top of this mountain. If you swim in its waters, it'll take away. Croit-il vraiment à cette guérison? Par exemple, c'est comme si vous avez une équipe de football favorite et vous espérez qu'ils vont gagner le championnat. Vous pouvez penser ils ne vont pas gagner, mais il y a une chance tout de même. C'est simplement que vous souhaitez très fort que cela arrive. Cette conviction, cette fois, va vous aider à gagner. À la recherche de cette légende indienne, il puise ses dernières forces dans une amitié avec le médecin qui l'accompagne jusqu'au lac magique. La façon de sortir de toute cette folie, de toute cette brutalité, c'était vraiment de faire une pause, de se regarder dans les yeux et de fumer le calumet de la paix. La rencontre avec cet endroit leur apprend à embrasser la vie. Une recherche initiatique, une belle histoire d'amitié dans les lieux mythiques de l'Amérique, revisitée par Michael Cimino. Voilà, sur cette bouffée d'air frais, nous terminons ce journal. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, avec pour demain le retour du soleil, c'est promis. 23h50, l'édition de la nuit Philippe le fait. Demain à 13h, vous retrouverez Patrick Chêne. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.